Israël accueille avec satisfaction la première condamnation de l'autorité palestinienne aux États-Unis pour soutien au terrorisme, un verdict contre lequel Ramallah va faire appel. Des chrétiens de Syrie enlevés par l'État islamique après l'attaque de plusieurs villages dans le nord. Au moins 90 personnes prises en otage alors qu'un nouveau rapport de l'ONU accuse l'EI de génocide. La France inquiète du phénomène de survol de sites sensibles par des drones. Encore 5 survols la nuit dernière à Paris, notamment au-dessus de l'ambassade américaine. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. Quelles implications donc pour ce premier verdict prononcé aux États-Unis et liant directement l'autorité palestinienne et des attentats commis en Israël dans les années 2000? L'attribution de plusieurs centaines de millions de dollars de dommages et intérêts aura aussi des conséquences politiques. On va le voir avec nos invités. Bonsoir Avi Pazner, ambassadeur d'Israël. Merci d'être là. Bonsoir Philippe Koskas, vous êtes avocat. Bonsoir. Car c'est un dossier qui a été plaidé devant une juridiction civile, un jury populaire aux États-Unis. On va en parler avec vous dans un instant. On ira également à Bethléem parce que la tension semble reprendre en Cisjordanie également. Et puis donc à Bethléem où la nuit dernière, une opération d'arrestation a mal tourné. Un Palestinien a été tué par l'armée israélienne. Vous avez vu nos envoyés spéciaux prêts donc pour nous donner des informations sur ce qui s'est passé. Et puis bien sûr, on parlera également d'une petite phrase que vient de prononcer John Kerry. Là, on rejoint cette fois le dossier iranien et nucléaire, mais qui risque encore de faire jaser. Now the PA, the Palestinian Authority, knows that there is a price for sending suicide bombers to our malls, to our cafes, and blowing our buses up. We do believe that we have a good case. We do believe that we will win the appeal. Societies terrorized by terror need to show different kinds of courage. They need the courage of governments who will fight terrorism and not knuckle under it. It's about accountability, it's about justice. بالفعل موضوع ترتيب للرسالة السياسية واضحة ولقطاعات تكون مبرمجة خلال الفترة القادمة بمناطق مختلفة. Alors au moment où l'autorité palestinienne menace par exemple de rompre sa coopération sécuritaire, de dénoncer les accords d'Oslo, quelles conséquences peut avoir effectivement ce verdict? On revient d'abord sur les faits et donc cette décision, cette première dans l'histoire judiciaire américaine avec Julia Ganancia. Après 5 semaines de débats et 2 demi-journées de délibération, le verdict est tombé et l'addition est salée. Les 12 membres du jury ont estimé à l'unanimité que l'autorité palestinienne et l'OLP étaient responsables en liaison avec 25 chefs d'accusation liés à ces attentats. Responsables pour avoir soutenu 6 attentats qui avaient fait 33 morts et 390 blessés au début des années 2000. Ils avaient été commis par des militants du Hamas ou des brigades des martyrs d'Al-Aqsa, la branche armée du Fatah du président Mahmoud Abbas et principale force au sein de l'OLP. Ces 2 organisations figurent sur la liste américaine des organisations terroristes. Il ne s'agit pas de responsabilité, il s'agit de justice. Comme je l'ai dit au jury, il n'y a rien qui puisse ramener les proches en vie. L'argent peut se substituer à d'autres choses parce que c'est la seule puissance que ce jury avait. Mais le jury a aussi envoyé un message très clair à ceux qui commettent des attaques contre les Américains. Ceux-là devront rendre des comptes devant la Cour de justice aux États-Unis. Maintenant, l'autorité palestinienne sait qu'il y a un prix à payer pour les attentats suicides dans nos centres commerciaux, dans nos cafés et pour faire sauter nos bus. Et nous allons nous assurer que l'autorité palestinienne paye chaque dollar. Israël a évoqué une victoire morale pour l'État d'Israël et pour les victimes du terrorisme par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Avigdor Lieberman. Dénonçant des charges sans fondement, l'autorité palestinienne a annoncé son intention de faire appel. Très concrètement, une question demeure, est-ce que l'autorité palestinienne payera? Le gouvernement palestinien fait déjà face à de sérieux problèmes financiers, une part de ses revenus ayant été gelée par Israël.
Alors, on va voir tout de suite d'abord quelles implications pour ce verdict. Déjà sur le plan diplomatique, Avi Pazner, c'est une décision qui a son importance. Israël n'a pas manqué de le relever. Absolument. Et je crois que là, quand j'ai vu les images terribles des années 2000-2004 à Jérusalem que nous venons tous de voir, je me rappelle l'atmosphère lourde, pesante, la peur qui régnait. Et je crois que cette fois-ci, justice a été faite, enfin pas encore, puisque rien n'a encore été payé, mais je crois que c'est un premier pas très important. C'est la première fois que l'on reconnaît la responsabilité de l'autorité palestinienne pour les actes de terrorisme. Il est vrai qu'à l'époque, c'était Arafat, il faut se rappeler. C'était Arafat qui était le chef de l'autorité palestinienne. Mais Abou Mazen, même aujourd'hui, paye les familles des terroristes, leur donne des pensions, les aide, nomme des rues après les terroristes. Donc il y a maintenant, certainement aux États-Unis, espérons que bientôt dans d'autres pays, un prix lourd à payer pour les actes de terrorisme. J'espère que cela donnera à réfléchir à tous les Palestiniens, y compris le Hamas, parce que leur tour viendra aussi. Parce que, parlant de terrorisme, est-ce que le Hamas est moins terroriste que l'autorité palestinienne, avec tous ces bombardements de missiles, de fusées contre Israël, tout ce qu'ils ont fait toutes ces années? Je crois que c'est là un message fort aux Palestiniens, et il ferait bien d'ouvrir leurs oreilles et de voir qu'aujourd'hui, on ne passe pas sous silence les actes de terrorisme. Il y a eu un lien juridique qui a été trouvé justement oui, entre... Absolument, un lien de causalité. Moi, j'ai deux choses à dire. Je me souviens tout à fait de cette période, puisque mon bureau se trouvait au milieu des zones d'attentats. Et on partait à la maison le matin en se demandant si on rentrait le soir, si on allait rentrer le soir. Je crois que c'est un message très fort qui a été prononcé par cette cour américaine. D'abord, un message, j'allais dire, comme il y a eu une guerre, il y a toujours, on le voit bien depuis plusieurs années, des guerres juridiques. On a vu ça à l'adhésion de l'autorité palestinienne à la Cour internationale de justice. Et là, ce message est que les Palestiniens ont aussi, et moi je l'ai dit plusieurs fois sur vos antennes, que la justice n'est pas forcément qu'à un tranchant. Elle n'est pas forcément unilatérale. On ne peut pas, cette guerre juridique, les Palestiniens déjà, en mettant le premier pied dans l'étrier, ont perdu. Et je le dirais même sur le plan pénal qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Il faut voir que là maintenant, la Cour a eu son intime conviction, le droit des preuves n'est pas forcément le même droit des preuves israélien, mais a vu un lien de causalité entre les déclarations de Yasser Arafat, vous l'avez souvenu de l'époque, et les attentats terroristes qui ont été effectués en Israël. Même s'ils étaient revendiqués par le Hamas, c'est l'autorité palestinienne. Même s'ils ont été, parce qu'ils considéraient que l'appel au djihad était, et c'est à l'époque, on avait bien parlé de l'histoire de djihad, était une incitation au terrorisme. Alors, on parle de tout cela, bien sûr, mais on va aller à Bethléem parce qu'il y a évidemment un regain de tension en ce moment et on l'a senti au niveau politique, diplomatique entre Jérusalem et Ramallah. Mais il y a aussi donc cet incident grave qui s'est produit cette nuit lors d'une opération d'arrestation. On en parle avec Maxime Pérez qui est sur place. Bonsoir Maxime. Donc un Palestinien tué la nuit dernière. Oui, ces funérailles de ce jeune Palestinien de 19 ans ont eu lieu cet après-midi dans une atmosphère assez tendue dans ce camp de Daesh tout près de Bethléem, là, donc, où il a été abattu cette nuit lors d'affrontements avec l'armée israélienne qui était venue chercher un suspect palestinien, mais l'opération a mal tourné dès l'entrée des forces israéliennes dans ce camp de réfugiés, dès l'instant où ils ont encerclé la maison du suspect. Des dizaines de jeunes lanceurs de pierres s'en sont pris aux soldats. Ils ont notamment jeté des pierres et des cocktails Molotov. L'un des militaires a d'ailleurs été blessé au visage et c'est à cet instant que Tsahal a décidé de répondre par des tirs à balles réelles. Il a fallu très vite s'extraire de ce guet-apens et dans les affrontements, ce jeune palestinien, Djihad Al-Jafari, 19 ans, a donc été mortellement touché. Il faut signaler que ces émeutes ont empêché l'armée israélienne de mener à bien son opération puisque le suspect palestinien a échappé au raid de Tsahal. Il faut préciser aussi, Jean-Charles, que ce genre d'opération israélienne a lieu presque chaque nuit dans les villes sous contrôle palestinien et que bien souvent elles permettent de déjouer des attaques terroristes. Il faut rappeler hier que le Shabak a annoncé qu'au cours des dernières semaines, un réseau du Hamas a été démantelé dans la ville de Naplouse et qu'il prévoyait notamment des attentats suicides au cœur d'Israël.
Un mot également, Maxime, parce que c'est un autre aspect des tensions actuelles, ces coupures d'électricité, alors qui touchent les villes palestiniennes et qui ont eu lieu hier et qui pourraient se répéter. Oui, alors côté israélien ne veut pas jeter de l'huile sur le feu. On assure qu'il ne s'agit absolument pas d'une décision politique, autrement dit pas d'une sanction contre l'autorité palestinienne, et que le gouvernement israélien n'a à aucun moment été informé de cette décision par la compagnie nationale d'électricité. À l'arrivée, le courant a été rétabli hier après-midi au bout de 45 minutes dans les villes de Naplouse et Jenin, mais les factures de l'autorité palestinienne restent toujours impayées, avec des dettes de près de 2 milliards de shekels, dont le règlement passera bien sûr par le dégel par Israël, peut-être dans les prochains jours, peut-être dans les prochaines semaines, de ces fonds destinés à l'autorité palestinienne. Merci Maxime Pérez, donc en direct de Bethléem. Bon, il y a évidemment beaucoup de contentieux en ce moment, hein, on le voit, financiers, mais ça vient s'ajouter à ces contentieux judiciaires. Oui, mais moi je me demandais justement, lorsque Maxime parlait, comment est-ce que l'autorité palestinienne va payer? Parce qu'en fin de compte, j'espère qu'ils vont devoir payer. Et là, il y a une question qui se pose. Et Israël a gelé pour le moment le transfert des impôts à l'autorité palestinienne. Il y a là aussi une question légale. Je ne sais pas combien de temps on peut faire ça et si on peut le faire à long terme. Mais est-ce que cela ne serait-il pas indiqué au moins de dire, messieurs, si vous ne pouvez pas payer les amendes pour le terrorisme, il n'y aura pas de transfert d'impôts. C'est une situation tendue. Mais je ne crois pas, Jean-Charles, que nous allons arriver à une situation où, comme on dit, l'autorité palestinienne va mettre les clés sous la porte et dire, nous, voilà, c'est fini, plus de coopération avec Israël, prenez les clés, dirigez tout. Je ne crois pas qu'on va en arriver là, mais il y a certainement maintenant une tension entre Israël et les Palestiniens. Il y a d'ailleurs, depuis la plupart de 2014, plus grande partie de 2014, on a vu cette tension. Elle peut être exacerbée par ces décisions de justice américaine, par des opérations comme celle-là, mais c'est maintenant, malheureusement, dans la nature des choses. Et je crois qu'on va devoir s'habituer à vivre comme ça, au moins quelques mois encore. Philippe Koskas. Oui, moi je crois qu'en effet, on ne peut pas savoir pour le moment si cette dette, cette pénalité qui est énorme, hein, on parle de plus de 200 millions de dollars, c'est-à-dire c'est des sommes qui sont faramineuses. Il y en a qui disent que c'est même plus. Il y en a qui disent ça pourrait être triplé. Ça pourrait être 600 millions de dollars. D'après la loi américaine, en cas de terrorisme, on peut tripler la somme, absolument. Ouais. Aujourd'hui, pour vous donner un peu l'ordre de grandeur, Israël ne détient que 100 millions de dollars hein, de taxes, donc on n'en est pas à ces sommes-là. Et alors toute la question sera en fait du côté israélien, parce que cette somme-là, il y a des exéquatures de jugement entre les jugements américains et l'État d'Israël. On peut considérer peut-être que des avocats israéliens feront l'exéquature de ce jugement, je vous dis, après les appels, etc., et pourront faire une saisie. Sinon, il y a la possibilité de geler aussi les avoirs, comme ça s'est fait pour d'autres affaires de terrorisme à l'étranger. Absolument. Puisqu'on parle bien de l'autorité palestinienne et pas de l'OLP. Donc à ce moment-là, on peut concevoir que c'est le cas. Quant à la société d'électricité qui doit des dettes, on parle des sommes aussi qui ne sont pas conséquentes. 2 milliards de shekels, ça fait à peu près 800 millions de dollars. Donc on en est vraiment très loin de ce que Israël détient à l'heure actuelle. Ouais. Mais alors, on s'est dit au début, quand l'autorité palestinienne a annoncé qu'elle adhérait à la Cour de justice internationale, que ça allait se retourner contre Israël. Alors pour l'instant, ça se retourne contre les Palestiniens. C'est évident parce que vous avez dit, M. Koskas, tout à l'heure, c'est une arme à deux tranchants. Et nous l'avions dit au début. Et nous avions prévenu les Palestiniens. Parce que même dans la situation de tension actuelle, nous avons quand même des réseaux, nous avons quand même des contacts. Attention, ça va se retourner plus contre vous que contre nous. Et justement, ce qui est arrivé maintenant aux États-Unis le prouve. Ce sera très difficile de prouver qu'Israël a commis des crimes de guerre avec toutes les précautions que nous avons prises, avec toutes les investigations que nous faisons nous-mêmes. Ça sera très difficile. Les Palestiniens se sont ouverts eux-mêmes à des accusations comme telles qui ont été faites aux États-Unis hier. Et je crois que peut-être vont-ils réfléchir avant de courir après cette Cour de justice internationale. Je crois que c'est peut-être un bon coup de semence.
ce qui est arrivé aux États-Unis. Absolument, moi je dois dire une chose. Je crois qu'il y a une grosse différence entre la Commission des droits de l'homme de l'ONU, qui n'a le nom de droits de l'homme que le nom, où comme par hasard, 75% des décisions sont contre Israël. C'est une commission politique, et on sait très bien que les Palestiniens ont une majorité, j'allais dire, automatique dans les instances de l'ONU, et les cours de justice. Ça n'a aucun rapport. En cours de justice, il faut prouver. Et je crois qu'ici, Israël a pris les conséquences, en fait, un peu de son abstention dans la commission Goldstone, et s'est équipé d'un arsenal juridique, j'allais dire, et Tsahal et même l'État d'Israël sont équipés d'un arsenal juridique qui est conséquent. Donc ce ne sera pas une guerre automatique. On l'avait bien dit, on l'a répété à l'époque, c'était quelques mois, que c'est en effet une arme à double tranchant. Les Palestiniens ont longuement hésité avant de le faire, ils ont tranché, j'allais dire, ils ont passé le Rubicon, et bon, on les attend sur ce plan juridique aussi. Mais c'est possible qu'ils ont seulement passé le Rubicon et que peut-être vont-ils s'arrêter immédiatement après le passage du Rubicon avec ce qui est arrivé hier, parce que ça donne à penser aux Palestiniens. Vous avez parfaitement raison. Dans la Cour de justice de l'AE, il faut prouver, ok. Et Israël a déjà fait beaucoup. Nous-mêmes, nous avons fait beaucoup pour voir s'il y a eu des déviations, s'il y a eu des problèmes dans nos opérations militaires. Et ça compte dans une Cour de justice. Un des critères de saisine. Ça compte, justement. Les Palestiniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une recrudescence de terrorisme. Le Hamas est en train de préparer la nouvelle guerre dans un mois, dans un an, dans 2 ans. On ne sait pas. Okay. Donc je crois qu'Israël aujourd'hui, certainement après cette décision de la justice américaine, est beaucoup mieux placé que les Palestiniens face à la Cour de justice de l'AE. Ceci dit, je veux renforcer ce que disait M. l'ambassadeur. C'est non seulement ça compte, le fait qu'il y ait des mesures qui soient prises en Israël, mais c'est une des conditions de non-saisine du tribunal, de la Cour internationale de justice. Si la Cour internationale de justice est persuadée que le droit interne est suffisant pour s'occuper des exactions, il se reconnaît incompétent. Et là, je dois dire que Tsahal a fait le maximum. Alors évidemment, on n'est pas à l'abri de décisions politiques. On l'avait bien vu pour la dernière commission où heureusement son président a démissionné. Mais c'est vrai que c'est une des conditions de la saisine. Si le droit interne est capable de s'occuper d'un pays, est capable de s'occuper d'exactions ou de crimes, à ce moment-là, la Cour internationale de justice n'est pas compétente. Et je crois qu'on connaît Israël, hein, au niveau judiciaire, on a de leçons de recevoir de personne dans ce pays. Alors, c'est vrai qu'on a parlé effectivement de ce verdict. D'ailleurs, l'autorité palestinienne a immédiatement fait appel. Donc, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de condamnation immédiate à payer. Donc, il y aura certainement un nouveau procès. Je voudrais qu'on écoute également des commentaires venant de la rue israélienne sur aussi cette affaire qui concerne donc l'électricité, ces factures gigantesques impayées donc par l'autorité palestinienne et qui ont occasionné ces coupures. Bien quelques réactions aujourd'hui dans les rues de Tel Aviv. Ils doivent payer leurs dettes. Il ne faut pas les insulter. Ils doivent simplement payer. J'ai l'impression que plus on leur en donne, plus ils en demandent. Et plus on les respecte, plus ils nous détestent. Je pense que cette décision est simplement économique. Comme tout le monde, ils doivent payer, que ce soit en Israël, à Gaza ou n'importe où ailleurs. On leur tend la main, ils nous mordent. Pourquoi faire des différences entre les uns et les autres? Pourquoi couper l'électricité aux Israéliens et pas aux autres? Bien sûr qu'il faut leur couper. Par exemple, hier, on n'a pas payé pour les bonbonnes d'eau minérale. La société ne nous les a tout simplement pas livrées. Je les ai appelés pour savoir ce qu'il se passait. Ils m'ont dit « Vous n'avez pas payé ». C'est comme ça que ça se passe. Voilà, réaction recueillie à Jérusalem, hein, plus précisément. Donc aujourd'hui, bon, il ne faut pas faire de différence, à votre avis. On doit traiter ce problème comme la facture finalement de tout un chacun, même si ça équivaut à couper l'électricité dans des villes entières. Je dirais que ce n'est pas exactement la même chose quand même, parce que là, il y a une dette énorme. 2 milliards de shekels, c'est une dette énorme. Et vous savez que notre compagnie d'électricité, elle a beaucoup de difficultés, ok? Vous voyez les difficultés. Donc, c'est un problème sérieux. Ce n'est pas comme le problème de la dame qui dit que j'ai invité quelques sandwichs, je n'ai pas payé, on ne m'a pas livré. C'est un problème ardu. Je ne crois pas que c'est une bonne idée d'interrompre l'électricité pour 1 heure. Je ne crois pas que ça, c'est une bonne idée. Il y a d'autres manières de procéder. Encore une fois, peut-être la justice. Ok, si on a déjà réussi sur le plan du terrorisme, on peut essayer ailleurs. D'ailleurs, ça m'a donné une idée.
Pourquoi est-ce que cela serait seulement la justice américaine? Pourquoi, par exemple, les dizaines ou les centaines de Français qui ont souffert, comme nous avons souffert à Jérusalem, vous et moi, nous avons souffert, il y a des Français qui ont été tués, malheureusement, blessés, beaucoup. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose en France qu'aux États-Unis, avec une ampleur encore plus grande? Parce que malheureusement, il y a eu beaucoup de victimes françaises. On les connaît tous. Ça pourrait marcher Je ne suis pas sûr. Le système n'est pas le même en France. Le système n'est pas le même, les critères de compétence. En tout cas, ce qui est intéressant au niveau du droit américain, c'est qu'étant donné, le tribunal américain s'est reconnu compétent, alors que la victime vivait, enfin les victimes étaient américaines vivant en Israël. Alors je ne connais pas exactement les règles de droit international français, de droit international privé français sur cette question. Je ne suis pas sûr que les tribunaux se reconnaîtront compétents. Ce que je suis sûr, c'est que les tribunaux français donnent moins de compensation qu'aux États-Unis. Ça, on le sait, c'est notoire. Malheureusement, on l'a bien vu avec mon confrère américain qui disait, c'est vrai que ça ne ramène pas les gens en vie, hein, on ne parle que d'argent, mais on sait bien que les jurisprudences françaises sont beaucoup plus parcimonieuses, j'allais dire, au niveau des montants. L'autre point, au niveau de la société d'électricité, moi je suis d'accord avec monsieur l'ambassadeur, il faut faire très attention sur ces problèmes, c'est pas comme la bonbonne d'eau. On a bien vu les problèmes qui étaient entre l'Ukraine et les États-Unis, où Poutine voulait fermer également sur les mêmes sujets d'électricité. Je crois que ce sont des sujets qui sont, j'allais dire, politico-financiers. On ne les gère pas forcément de la même manière. Est-ce qu'il est possible qu'effectivement Netanyahou n'ait pas été informé, comme le dit la compagnie d'électricité et le gouvernement aujourd'hui? Oui, c'est très possible. Vous savez, Netanyahou, il s'occupe aussi de 1000 choses, ok? Il me semble qu'il a une élection sur les bras maintenant. Il a un discours au Congrès qui est très, très contesté en Amérique. Donc, je ne crois pas que Netanyahou s'occupe d'électricité aux Palestiniens. C'est très possible. C'est possible qu'il y ait eu des débats, si le faire ou sinon le faire. Moi, je ne crois pas que Netanyahou ait choisi de démontrer sa désapprobation de cette manière-là. Il a d'autres manières de le faire. De toute façon, la tension entre nous et l'autorité palestinienne est bien au-delà maintenant d'une coupure d'une heure, vous comprenez. Il nous faut... Maintenant, ce n'est pas le bon moment. Jusqu'à ce qu'on ait un nouveau gouvernement, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut maintenir les flammes basses. Essayer de maintenir les flammes basses. Mais je crois qu'après la formation d'un nouveau gouvernement, je crois qu'il faut repenser un peu à qu'est-ce qu'on fait avec les Palestiniens. Je crois qu'il y a des choses à faire, ce n'est pas le moment, et certainement ce n'est pas des coupures d'électricité qui vont solutionner le problème. Vous êtes d'accord? Moi je crois qu'il y a eu une vraie latence des gouvernements successifs. On ne sait pas trop quoi faire avec ces Palestiniens. On ne sait pas comment... Il n'y a pas de vrai... D'ailleurs, on le voit même dans la campagne électorale à l'heure actuelle. On parle en fait, j'allais dire, on ne parle plus d'idéologie. On parle qui est plus fort, qui est moins fort. On parle en égo. Mais on n'a pas vraiment... Il n'y a pas un vrai programme politique pour qu'est-ce qu'on fait avec l'autorité palestinienne aujourd'hui. Et je crois que c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et qu'en effet, c'est pas en coupant l'électricité, je suis d'accord, hein, c'est absolument ridicule. Il manque une vraie vision de comment Israël considère qu'elle doit se comporter avec cette autorité palestinienne. On est trop réactif. D'ailleurs, Monsieur Koskas, vous voyez notre campagne électorale, on ne parle pas des Palestiniens. On parle de tout. On parle de tout, ok? À part les Palestiniens. Vous n'entendez pas, vous n'entendez rien. Mais le moment viendra où il faudra en parler. Alors, on a parlé justement de Netanyahou il y a un instant, du discours qu'il doit prononcer au Congrès dans une semaine sur le dossier du nucléaire iranien. Ça tombe bien parce que John Kerry, le secrétaire d'État américain, est revenu aujourd'hui sur ce qui est en train de se passer finalement entre Américains et Iraniens. On sait qu'il va y avoir d'autres négociations, que l'accord pour l'instant est loin d'être bouclé, mais qu'il pourrait quand même être bouclé, ce qui ne plaît pas aux Israéliens. Écoutez ce qu'a dit John Kerry, puis on réagit juste derrière, c'était tout à l'heure. Le groupe de discussion des 5+1 a fait des percées depuis le plan d'action commun. Nous avons fait une pause dans le plan du programme nucléaire de Téhéran. Nous avons gagné un aperçu sans précédent et nous attendons de savoir bientôt si oui ou non l'Iran est prêt à mettre en place ensemble un plan acceptable et vérifiable.
Alors, il a ajouté quelque chose, ça c'était devant le Congrès aux États-Unis. Il a dit « Ceux qui critiquent cet accord ne savent pas de quoi ils parlent ». C'est une allusion directe à Netanyahou. Allusion sans dire le nom de Netanyahou, ok. Mais c'est évident que Netanyahou, et pas seulement lui, mais les dirigeants israéliens savent exactement de quoi on parle. Il suffit de lire les journaux aujourd'hui. C'est vrai, peut-être qu'on ne connaît pas tous les petits détails, mais les grandes lignes de l'accord, elles sont là pour nous tous de voir. Ce n'est pas un bon accord pour Israël. Et je crois qu'Israël a complètement raison d'essayer d'arrêter cet accord. Peut-être pas de la manière dont on s'y prend. Je ne crois pas que l'idée du speech devant le Congrès soit une bonne idée. Ok, il faut essayer d'arrêter cet accord. L'accord n'est pas bon. Ils auront le droit d'avoir 6500 centrifuges. Ok. Et après 5 ans, s'ils se conduisent bien, 10 000. Ok. C'est-à-dire que dans 10 ou 15 ans, ils seront au seuil de la production. Et ça passe vite, 10 ou 15 ans. Hein. J'espère qu'on nous les verrons, ces 10 ou 15 ans. Donc, je crois qu'Israël a raison de taper sur cet accord. Mais, à mon avis, il aurait fallu le faire autrement. Okay. Il aurait fallu tout d'abord un dialogue avec l'administration. Si ça ne marche pas, on peut voir autre chose. Mais je crois que sur le principe, Netanyahou connaît exactement cet accord et il a bien raison de s'y opposer. Voilà. Et Kerry, oui, mais je pense qu'évidemment, on peut critiquer Israël sur beaucoup de choses, mais le fait de ne pas connaître le dossier iranien, on peut pas lui reprocher. Par contre, en effet, je pense que la manière dont tout ça s'est fait, c'est très gauche. Il aurait pu, je parle de Netanyahou à l'heure actuelle, peut-être jouer différemment, d'arriver en position de bras de fer devant le Congrès américain contre le président Obama, d'essayer de mettre Obama au sein de son propre Congrès en minorité, c'est très difficile. Moi aussi, je pense que la manière n'est pas bonne. C'est pas comme ça qu'on traite un dossier aussi sensible que le dossier iranien. Et je crois qu'Israël aussi, au niveau international, a perdu beaucoup de crédibilité. Bon, et puis on voit bien que John Kerry ne digère pas, puisque donc il a fait encore cette allusion devant le Congrès une semaine avant le discours prévu de Netanyahou. Il va y aller, hein? Vous pensez qu'il va y aller? C'est trop tard. On ne peut pas reculer. Ouais. Il ne peut pas reculer. C'est trop tard. Il y a 3 semaines, on pouvait peut-être trouver quelque chose. Aujourd'hui, tout le monde est trop engagé. Il s'est engagé envers le leadership républicain. Obama, déjà, le considère comme fait accompli. Il va y aller, je dis malheureusement. Bon, merci beaucoup, Avi Pazner, merci Philippe Koskas, merci à tous les deux. Dans un instant, on ira d'ailleurs à Naplouse. Hein, on vous montrera ce reportage réalisé par nos équipes aujourd'hui, donc dans cette ville qui a été privée de courant hier, pour voir comment réagissent les habitants sur place. Reportage de nos équipes à venir dans un instant. Et puis on ira également en Syrie avec ce nouvel enlèvement de chrétiens syriens par l'État islamique qui inquiète beaucoup ce soir la communauté internationale. Merci à tous les deux. On se retrouve dans un instant, juste après une pause. Satisfaction d'Israël après la première condamnation de l'autorité palestinienne aux États-Unis pour soutien au terrorisme, un verdict contre lequel Ramallah va faire appel. Des chrétiens de Syrie enlevés par l'État islamique après l'attaque de plusieurs villages dans le nord. Au moins 90 personnes prises en otage alors qu'un nouveau rapport de l'ONU accuse l'EI de génocide. Inquiétude en France face au phénomène de survol de sites sensibles par des drones non identifiés. Encore 5 survols la nuit dernière à Paris, notamment au-dessus de l'ambassade américaine. Un nouveau rapport de l'ONU prétend montrer de nouvelles preuves de l'implication de l'État islamique dans un génocide de minorités, cette fois en Irak. L'EI qui aurait enlevé plusieurs dizaines de chrétiens dans le nord de la Syrie également aujourd'hui. Des habitants de villages syriens qui ont été attaqués par l'État islamique alors qu'ils étaient défendus par les Kurdes. Joseph Emmanuel. Une centaine de chrétiens ont été kidnappés par le groupe État islamique dans le nord-est de la Syrie. Plusieurs églises ont dans le même temps été détruites, dont l'une des plus anciennes de Syrie, dans la ville de Tel Ormiz. L'ONG qui rapporte les faits n'est toujours pas en mesure d'indiquer où ont été conduits les otages. C'est donc un acte d'ampleur qui prend place une semaine après la décapitation de 21 chrétiens coptes égyptiens. L'enlèvement a eu lieu à Tel Shamiran et à Tel Ermouz, 2 villages d'une province divisée entre forces kurdes, djihadistes de l'État islamique
et une partie de l'armée loyaliste. Cet enlèvement vient une nouvelle fois montrer que Daesh avance, même s'il rencontre une résistance certaine par endroits. La principale milice kurde syrienne continue de mener l'offensive dans la région. Les Kurdes se sont emparés de 24 villages dans la zone, avec un objectif, prendre la localité de Tel Amis, aujourd'hui aux mains des djihadistes, une localité visée par les raids de la coalition. Des raids parfois bien dérisoires, 14 membres de l'État islamique ont été tués dans ces tirs. Le groupe de défense kurde a également lancé une vaste offensive dans la province de Raqqa, fief de Daesh situé plus à l'ouest, près de la ville symbole de Kobané. Les chrétiens de Syrie représentent l'une des plus anciennes communautés chrétiennes du Proche-Orient. Ils sont 10% de la population du pays et sont nestoriens, un courant du christianisme qui avait été condamné il y a 1500 ans en raison de divergences théologiques avec l'Église naissante. Ces communautés sont également très présentes en Irak et donc menacées. Avant le conflit en Syrie qui débutait en 2010, les chrétiens jouissaient en Syrie de la liberté de culte, mais restaient privés de représentation politique. On estime que 260 000 chrétiens syriens se sont réfugiés au Liban, un nombre repris dans un récent rapport de l'ONU. Il y détaille les exactions contre les Turkmènes, Chabaks, chrétiens, yazidis et autres minorités de la région moyen-orientale. Selon ce même rapport, près de 12 000 civils ont été tués en 2014, le mois de janvier ayant été le plus meurtrier avec 1300 tués dans des actes terroristes. Des atrocités à grande échelle commises par l'État islamique et susceptibles d'être officiellement classées par les Nations Unies comme génocide. Les experts évaluent à 150 millions le nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Dans le top 10 des pays bourreaux, l'Arabie Saoudite prend la 6e place, quand la Corée du Nord est première. L'Irak et la Syrie se placent respectivement à la 4e et 3e place. Alors on peut parler d'un véritable exode en Libye. Cette fois, on en parlait à l'instant, des milliers de ressortissants égyptiens fuient le pays depuis plusieurs jours, suivant les consignes de leur gouvernement après l'assassinat par l'État islamique de 21 Coptes d'Égypte. Les autorités craignent en effet d'autres exactions de la part de la branche libyenne de l'EI. Ils sont près de 15 000 Égyptiens à fuir la Libye après les décapitations commises par l'État islamique. La terreur fonctionne donc et la peur s'installe. Dans l'ouest libyen, 1 millier d'hommes et de femmes ont été évacués via la Tunisie, la zone reliant la Libye à l'Égypte étant criblée de djihadistes. Mais la fuite n'est pas simple. Les autorités tunisiennes craignent de se voir confrontées à un afflux massif d'étrangers comme en 2011. Elles ont annoncé qu'elles ne laisseraient entrer sur leur territoire que les étrangers immédiatement pris en charge par leur gouvernement. On ne sait pas de façon précise combien d'Égyptiens vivent en Libye, plusieurs milliers à n'en pas douter, pour la plupart des travailleurs dans le bâtiment et dans l'artisanat. Le gouvernement égyptien a appelé ses ressortissants à quitter la Libye, devenue depuis la chute du régime de Mouammar Kadhafi une vaste zone de non-droit. L'armée de l'air égyptienne a ensuite bombardé des positions djihadistes, puis a appelé à une intervention militaire internationale quand elle était restée dans un silence épais au commencement de la coalition américaine. La plupart des Égyptiens soutiennent les raids de leur armée contre des cibles islamistes en Libye, mais Amnesty International a dénoncé ces frappes, affirmant qu'elles avaient touché une zone résidentielle dans la ville de Derna, tuant 7 civils. Une situation délicate d'une guerre entre une armée régulière et une organisation terroriste, une situation connue de certains voisins de l'Égypte et qui souvent était l'objet de ces critiques. Les travailleurs étrangers ne sont pas les seuls à déserter la Libye. La résidence de l'ambassadeur iranien à Tripoli a été abandonnée par la majorité des diplomates de la République islamique après avoir été la cible ce dimanche d'un double attentat revendiqué par la branche libyenne du groupe État islamique. Et la France a confirmé aujourd'hui l'enlèvement d'une de ses ressortissantes à Sanaa, au Yémen. Il s'agit d'une Française d'une trentaine d'années qui travaillait pour la Banque mondiale et qui aurait été enlevée avec son accompagnatrice dans un taxi. Le Yémen en proie au chaos d'une guerre civile actuellement. La plupart des ambassades occidentales ont fermé leurs portes et prié leurs ressortissants de partir au plus vite. Autre enlèvement signalé aujourd'hui, celui d'une Américaine, cette fois dans le centre du Nigeria, en Afrique, elle aussi travaillait en tant que missionnaire humanitaire. Un mystère qui inquiète de plus en plus les autorités en France, à tel point qu'une réunion d'urgence a eu lieu ce soir au ministère de l'Intérieur. Il s'agit du survol nocturne de sites sensibles par des drones non identifiés. Et dans le contexte actuel d'alerte terroriste maximale, eh bien évidemment, cela sème le trouble. La nuit dernière, 5 drones auraient ainsi survolé une nouvelle fois la capitale française. Leslie Rezoug. C'est une nouvelle menace qui pourrait planer sur la France. 1 mois et demi après la vague d'attentats de Paris, pas moins de 5 drones ont survolé la capitale cette nuit. Entre minuit et 6 heures du matin, ces aéronefs sans pilote ont été aperçus en différents points stratégiques et hautement symboliques de la capitale. La Tour Eiffel tout d'abord, puis les Invalides, la Concorde et enfin l'ambassade des États-Unis.
Si ce n'est pas la première fois que des drones sont aperçus dans le ciel de Paris, ils n'ont jamais été aussi nombreux et ne se sont jamais déployés dans un laps de temps si court. Malgré la mobilisation des services de police et de gendarmerie, les pilotes qui dirigeaient les appareils à distance n'ont pas pu être identifiés. Une sortie inquiétante un peu plus d'un mois après un autre vol au-dessus de l'Elysée cette fois. Le 20 janvier dernier déjà, un appareil était passé quelques secondes au-dessus du siège de la présidence avant d'être intercepté. Quelques jours plus tard, le phénomène se reproduit aux États-Unis. Un drone à hélice vendu dans le commerce survole les jardins de la Maison-Blanche avant d'être intercepté par les services secrets. Une vingtaine de vols de drones ont aussi été observés depuis octobre en France aux abords de sites nucléaires. Et cette nouvelle menace inquiète les autorités. En permettant d'avoir une vue aérienne précise de sites sensibles, il pourrait être utilisé pour élaborer des plans ou calculer des trajectoires à des fins terroristes. Se pose donc plus que jamais la question de la sécurisation de l'espace aérien, notamment dans les grandes villes. Si les imposants drones militaires peuvent être neutralisés à haute altitude, la nouvelle génération d'aéronefs civils sont presque impossibles à détruire. Trop petits, ils peuvent voler à une centaine de mètres de hauteur. Un nouveau défi pour l'industrie de la défense et pour les autorités, afin de sécuriser au mieux les sites les plus sensibles. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus. Justement, on est en direct depuis Paris, en ligne avec Jean Polnay. Bonsoir, vous êtes expert dans les questions de défense et de sécurité. Quelle est la piste retenue ce soir, justement, en France, sur ces survols ? Une rumeur. On a visiblement un problème de liaison. On va essayer de vous retrouver dans un instant, Jean Polnay, parce que la qualité du son n'était pas au rendez-vous. On va vous retrouver dans un instant. Le temps d'évoquer également cette fusillade terrible qui a eu lieu cet après-midi dans une petite ville de l'Est de la République tchèque. Un homme d'une 60aine d'années a fait irruption dans un restaurant d'Urovský Brod avant de tuer au moins 8 personnes et de se donner la mort. Il y a eu également des blessés qui sont dans un état très grave ce soir. L'homme aurait agi en raison de difficultés financières. Il aurait même prévenu une chaîne de télévision avant de passer à l'acte. Mais la piste terroriste a été d'emblée écartée par la police. Les promoteurs de l'accord de Minsk ont appelé aujourd'hui à la mise en œuvre stricte des conditions de cet accord. Les diplomaties allemandes, françaises, russes et ukrainiennes se sont retrouvées à Paris pour faire un nouveau point sur une situation toujours très complexe. Léa Berdugo. Nouvelle réunion de crise à Paris. L'Ukraine est toujours au cœur des préoccupations des puissances occidentales. Français, Allemands, Russes et Ukrainiens sont autour de la table. Objectif, tenter de contribuer à un apaisement du conflit dans l'est du pays. Laurent Fabius s'est fait le porte-voix de ses homologues. Il a demandé un renforcement de la mission de l'OSCE. Lors de cette réunion, aucun document n'a été signé, mais une demande a été formulée. Nous quatre, nous appelons à la mise en œuvre stricte de toutes les dispositions des accords de Minsk, à commencer par un total cessez-le-feu et un retrait complet des armes lourdes. Nous appelons à la finalisation la plus rapide possible des plans de retrait des armes lourdes et à leur mise en œuvre entière. Selon des sources ukrainiennes, les Russes ne souhaitaient pas de cette rencontre. Cependant, les Occidentaux voulaient maintenir la pression politique sur Moscou. La Russie est accusée de soutenir les séparatistes en leur fournissant armes et troupes, ce que Moscou nie catégoriquement. Le 12 février dernier, les accords de paix dits de Minsk II ont été signés par Kiev et les rebelles. Mais pour le ministre allemand des Affaires étrangères, le chemin reste long. Cela pourrait être un bon signe que sur le plan militaire au moins, il y ait un premier accord sur le retrait des armes lourdes entre l'Ukraine, la Russie et les représentants des séparatistes. Mais ce qui est important maintenant, c'est que ces accords sur le plan militaire soient appliqués et jusqu'à présent, nous n'y sommes pas encore arrivés. C'est pourquoi cela doit avoir lieu dans les prochains jours.
Au terme des accords de Minsk II, un cessez-le-feu a été instauré, mais une offensive a été lancée par les rebelles sur des Baltsevé, ville stratégique de la région du Donbass. Les Occidentaux ont condamné cette prise, mettant en cause Moscou. Ces derniers jours, les violences ne cessaient pas à l'est de l'Ukraine. L'armée a fait état mardi d'un soldat tué et de 7 autres blessés ces dernières 24 heures. Alors, comme promis, on va retrouver en direct de Paris Jean-Paul Ney, donc expert pour les questions de défense et de sécurité, pour évoquer donc ces survols mystérieux de drones. Jean-Paul Ney, je vous demandais quelle est la piste évoquée ce soir. Oh, bonsoir Jean-Charles, vous m'entendez, j'espère. Très bien, c'est bon. Alors, écoutez, la piste évoquée pour l'instant, c'est une rumeur qui a été lancée à Paris, on ne sait pas d'où. Alors, il paraîtrait que ça serait des touristes chinois qui feraient voler des drones au-dessus des villes parce qu'ils adorent apparemment les villes éclairées la nuit. Ce qu'on oublie, c'est qu'il y a eu, hors plaisanterie, mais c'est vrai, cette rumeur existe, il y a eu plusieurs survols depuis le mois d'octobre 2014, les centrales nucléaires, l'Élysée, le ministère de l'Intérieur, bon, et puis maintenant des places touristiques sur Paris, la Tour Eiffel. Alors moi, j'avais élaboré un scénario avec plusieurs experts. J'écris un papier qui s'appelle «L'attaque des drones», qui sera publié dans les prochains jours. Un papier qui est une enquête qui dure maintenant depuis plusieurs mois. Et vous savez, à ce niveau-là, on n'a pas affaire à des amateurs ou à des touristes, contrairement à ce qu'on peut dire en France sur certaines chaînes d'information. Et le souci principal, c'est que ce ne sont pas des détraqués ou des touristes qui pilotent ces drones. On voit bien là qu'il y a une volonté, premièrement, de provoquer les autorités, deuxièmement de semer la peur, et troisièmement d'en profiter pour faire des repérages et pour voir si tout fonctionne bien. Si vous me posez la question, je vous expliquerai comment ça fonctionne. Alors justement, ce sont des drones civils, c'est-à-dire pas des appareils militaires. Oui, ce sont des drones civils. Et Jean-Charles, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces drones, vous pouvez en fabriquer un vous-même très facilement avec un copain, avec un budget de 1 000 € chacun. Avec 2 000 €, vous pouvez créer un drone qui est capable de transporter, on n'est plus dans des petits drones de jouets qu'on trouve à Noël ou de la fameuse marque Parrot par exemple, on est dans des drones qui ont une circonférence, enfin en tout cas un diamètre d'un petit peu plus entre 30 et 60 cm, entre 2000, maximum 2500 €, avec des capacités de RTH, c'est-à-dire de Return to Home, c'est-à-dire vous programmez vous-même les waypoints, c'est-à-dire sur un GPS, où est-ce que je vais amener mon drone. Vous ne le pilotez pas avec une télécommande, tout est intégré dans un circuit, donc il est complètement protégé, il n'y a plus d'émissions radio pour le diriger, donc on ne peut pas le pirater, on ne peut plus en prendre le contrôle. Ça, les Israéliens savent faire, les Français aussi, les Russes aussi savent faire ça, les Chinois, les Iraniens. Et bien là, vous avez une machine qui est autonome, qui suit des points de navigation selon les GPS, et qui bien sûr peut livrer un paquet. C'est ce qu'on appelle la charge utile. La charge utile d'emport, elle peut être de 1 à 2, voire 3 kilos. Et ça, ce sont des drones qu'on peut fabriquer, simplement qu'on trouve presque préfabriqués dans le commerce, et notamment vous pouvez les commander en Chine. Merci beaucoup pour cet éclairage, donc Jean-Paul Ney. Je rappelle que vous êtes expert dans ces questions de défense et de sécurité et que vous menez donc une enquête actuellement sur ce phénomène mystérieux. On en parlait tout à l'heure, donc les coupures d'électricité occasionnées dans des villes palestiniennes de Cisjordanie hier. C'est une décision de la Compagnie nationale d'électricité israélienne pour obtenir le paiement d'impayés qui se montrait à plus de 470 millions d'euros. Décision qui n'a pas été prise au niveau politique par Israël, c'est ce qu'a précisé le gouvernement israélien. Qu'en pensent les habitants sur place? Eh bien, voyez ce reportage réalisé à Naplouse par nos envoyés spéciaux, Gabi Tartakovsky avec Léa Berdugo. Ils sont menacés de coupures journalières par la compagnie israélienne d'électricité. Les habitants de Naplouse en sont persuadés. La raison de ces interruptions n'est pas économique mais politique. Et pour certains, la ligne rouge a été franchie. C'est une punition collective et le but est de forcer les Palestiniens à quitter leur maison. La compagnie publique israélienne coupe donc temporairement les interrupteurs en Cisjordanie. Le but est de protester contre les 500 millions de dollars de dettes accumulées par l'autorité palestinienne. Mais pour ceux qui subissent ces coupures, il s'agit plus d'un avertissement que d'une punition. Nous avons été surpris quand l'électricité a été coupée en plein milieu d'un cours. L'électricité est un droit basique.
Conséquence de ces interruptions, des dizaines de personnes ont été coincées dans des ascenseurs pendant près d'une heure. Du matériel médical s'est trouvé hors d'état de fonctionnement. Les écoles ont été fermées. Tous sont dépendants de l'électricité fournie par la société israélienne. Même s'ils payent leurs factures, leur électricité peut être coupée à tout moment. Dès que l'électricité est tombée, nous avons perdu tous nos clients. L'occupation sioniste est responsable de cela. Où sont les pays arabes? Où sont les Nations Unies? Personne ne devrait rester silencieux. Si un chien juif meurt, 100 personnes le pleurent. Mais nous sommes ici, privés d'électricité, et personne ne proteste. Mais l'autorité palestinienne doit faire face à une autre mesure de la part des autorités israéliennes. Depuis 2 mois, Israël ne verse plus aux Palestiniens les taxes prélevées en leur nom, ce qui représente près de 130 millions de dollars par mois. Cette décision a été prise par le gouvernement israélien suite à la candidature de l'autorité palestinienne à la Cour pénale internationale. Pour certains, cet argent aurait pu être utilisé pour payer les factures d'électricité. Habituellement, ceux qui sont visés par ce genre de mesures sont ceux qui n'ont pas payé leurs factures d'électricité. Mais notre compagnie de distribution d'électricité a payé les factures. Nous n'avons aucune dette envers la compagnie d'électricité israélienne. Seule une décision politique, qu'elle vienne de Ramallah ou de Jérusalem, permettra de sortir de l'impasse. L'Europe a donc donné son accord aujourd'hui à la poursuite de l'aide financière à la Grèce. C'est le résultat de la liste de réformes que le nouveau gouvernement grec compte entreprendre et ce qui a, semble-t-il, satisfait les exigences européennes. Leslie Rezoug. 4 mois supplémentaires, c'est l'extension du programme d'aide accordé à la Grèce par l'Eurogroupe. Les 19 ministres des Finances de la zone euro ont donc été convaincus par la liste de réformes envoyée par le Premier ministre Alexis Tsipras. Le plan budgétaire et fiscal offrirait suffisamment de garanties. Des mesures notamment en matière de lutte contre l'évasion fiscale, la corruption, la modernisation et la rationalisation de l'administration. Oui, à notre avis, aux yeux de la Commission, cette liste est suffisamment complète pour constituer un point de départ valide en vue d'une conclusion réussie de la revue demandée par l'Eurogroupe la semaine dernière. L'accent mis sur la lutte contre l'évasion fiscale et contre la corruption nous permet d'être optimistes. Et c'est de ce feu vert de l'Eurogroupe dont dépendait la prochaine tranche d'aide du programme de refinancement de la Grèce. Après une ultime validation courant avril, quelques 7,2 milliards d'euros devraient donc être débloqués. Si François Hollande a rapidement salué un bon compromis, d'autres acteurs de la scène économique sont plus circonspects. C'est le cas par exemple de la directrice générale du FMI. Christine Lagarde estime notamment que les réformes proposées par le gouvernement n'offrent pas d'engagement suffisamment clair sur le système de retraite et sur la TVA. Mais il ne s'agit que d'une étape et le match est loin d'être terminé car les parlements de certains pays de la zone euro doivent encore donner leur accord de principe pour cette extension et cela avant le 28 février. Mais pour Athènes, c'est une première victoire. Le gouvernement conserve ainsi le soutien de son électorat et satisfait ses partenaires européens. Réconciliation en direct à l'Elysée aujourd'hui entre les responsables des communautés juives et musulmanes de France. Les propos du CRIF hier, du président du CRIF, Roger Kuckerman, qui avait attribué les violences antisémites aux jeunes musulmans, avaient heurté le président du Conseil représentatif des institutions musulmanes, Dalil Boubacar, qui avait boycotté le dîner du CRIF hier soir. Et bien François Hollande a reçu tout le monde aujourd'hui à l'Elysée pour sceller, donc vous le voyez sur ces images, et bien appuyé d'ailleurs avec plus que des poignées de main, et bien la réconciliation entre tous ces leaders communautaires. On va d'ailleurs écouter la réaction à la sortie de l'Elysée de Dalil Boubacar, qui préside le Conseil français du culte musulman. Je tiens à remercier Monsieur le Président de la République d'avoir écouté chacun d'entre nous et d'avoir apporté la note de sagesse, la note de responsabilité nationale et de sympathie pour les deux représentants des cultes, des deux cultes que nous sommes. Nous voulons en tout cas qu'entre la communauté musulmane et la communauté juive, on n'ait que une conception commune du vivre ensemble. Nous sommes tous des citoyens de la nation française. Nous combattons ensemble les mêmes maux qui sont le racisme et l'antisémitisme, et nous continuerons à le faire ensemble parce que nous partageons ces valeurs communes de la République.
Israël et l'Inde ont décidé d'intensifier leurs relations politiques et commerciales. Récemment, on se souvient d'accords signés dans le domaine militaire, mais c'est nouveau à présent dans le domaine du tourisme. Israël veut attirer les touristes indiens sur son sol et une délégation de voyagistes indiens est actuellement reçue en Israël. Maël Benoliel les a suivis. Les Indiens à la découverte de la ville sainte. 600 professionnels du tourisme des plus influents en Inde sont arrivés cette semaine à Jérusalem pour participer à la Convention internationale du voyage. Un événement Made in India qui se tient pour la première fois en Israël. Organisée par la Fédération indienne des agents de voyage, elle regroupe plus de 20 000 agences de voyage dans le pays. Une rencontre largement soutenue par le ministère du Tourisme israélien. Il marque le début d'une coopération en matière de tourisme entre les deux pays. Chaque année, nous organisons dans différents pays du globe cette convention. L'idée, c'est de promouvoir de nouvelles destinations pour nos agences de voyage qui pourront les proposer à leurs clients. Le pays hôte a, lui, l'opportunité de promouvoir ses produits touristiques. Un investissement a priori sans risque pour l'État hébreu qui a pris en charge le coût de cet événement. Nous espérons que les agents de voyage indiens commencent à proposer Israël comme destination et à convaincre leurs clients de venir. Nous étions là-bas, nous avons vu, c'est sans danger, c'est un pays extraordinaire, allez le visiter. Cela reste un processus qui prendra certainement encore quelques mois et nous sommes persuadés que nous aurons un retour sur l'investissement. Et c'est ici, au Palais des Congrès de Jérusalem, que ces professionnels du tourisme indien se retrouvent pour assister à des conférences et discuter affaires avec leurs homologues israéliens. Oui, nous discutons sur la possibilité de construire un pont, un itinéraire qui inclurait tous les avantages d'Israël, qu'ils soient culturels mais aussi spirituels. Les Indiens veulent en savoir plus sur la culture en Israël. Ils sont aussi très portés sur le spirituel et le mystique. Et en Israël, vous avez tout cela. Oui, il y a tellement à explorer en Terre Sainte. Nous travaillons d'habitude sur l'Europe et c'est la première fois que nous étudions des possibilités en Israël. Et c'est ce que nous sommes en train de discuter. Créer un programme spécial pour les Indiens qui veulent voyager en Israël en leur offrant la possibilité de ressentir la culture et l'esprit d'Israël. Avec plus d'1 milliard d'habitants et plus de 15 millions d'Indiens qui voyagent tous les ans, l'Inde est considérée comme l'un des nouveaux marchés porteurs du tourisme. Une véritable aubaine pour Israël et son économie. Les sports et le football, Ligue des Champions, suite des huitièmes de finale aller ce soir avec deux affiches de haute volée. Juventus Dortmund d'une part et puis d'autre part Manchester City, Barcelone, deux équipes qui visent tout simplement la victoire finale dans cette compétition mais qui vont se retrouver très tôt. Lise Barenbaum. Ce soir, deux chocs en huitièmes de finale de Ligue des Champions. Première rencontre au sommet à l'Etihad Stadium entre Manchester City, dauphin de Première Ligue et champion anglais en titre, et le FC Barcelone, deuxième au classement de la Liga. Privé de Yaya Touré, suspendu, City devra assumer cette absence en milieu de terrain. Le Barça avait donné la leçon aux Mancuniens l'année dernière au même stade de la compétition, mais après une manita 5-0 contre Newcastle le week-end dernier, l'entraîneur Manuel Pellegrini reste confiant. Notre équipe a montré sa personnalité et sa qualité contre des équipes de renom comme le Bayern Munich ou la Roma. Cette expérience va nous aider à nous améliorer cette année en C1. De son côté, Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone, emmène quasiment tout son effectif à Manchester. Malgré la défaite à domicile en Liga face à Malaga samedi 1-0 et les rumeurs de mauvaise entente entre les joueurs et le coach, l'équipe reste concentrée. Il n'y a pas de problème entre nous et l'entraîneur. Nous nous entendons bien. La relation est bonne et nous venons de gagner 11 fois de suite. Nous ne nous faisons pas de soucis à propos de notre échec face à Malaga. Autre choc de la soirée, la Juventus de Turin, solide leader de Serie A, accueille le Borussia Dortmund à la traîne en Bundesliga.
Liga. Mais les hommes de Jürgen Klopp viennent d'enchaîner 3 victoires en Allemagne. Nous avons gagné 3 matchs, ça nous aide psychologiquement. Bien sûr, nous voulons du résultat, nous voulons avancer et gagner ce soir. Nous savons que ce ne sera pas une rencontre facile. Je pense que la Juventus est sûrement la meilleure équipe d'Italie en ce moment. Depuis son retour au premier plan en 2012, la Juventus est toujours en quête d'un résultat marquant sur la scène européenne. Malgré sa domination nationale, la vieille dame ne parvient pas à s'imposer en C1. Excepté son quart de finale en 2013, la Juve déçoit à l'image de son élimination précoce la saison dernière en phase de poule. Second de leur groupe avec 10 petits points, les Turinois tâcheront de retrouver un meilleur niveau malgré la petite forme du milieu d'exception qu'est Paul Pogba. Je ne suis pas du tout inquiet pour son état de forme. Il est excellent au test physique, comme toute l'équipe d'ailleurs. Un joueur ne peut pas jouer 40 ou 50 matchs au même niveau. Parfois il est mieux, parfois un peu moins bon. Pour cette confrontation remake de la finale de Ligue des Champions 96-97, où les Allemands avaient su s'imposer en l'emportant 3-1, le public du Juventus Stadium devrait se régaler. Voilà, et encore un mot de football, décision très importante qui sera finalisée au mois de mars. La FIFA a tranché le mondial 2022 au Qatar. Eh bien, se déroulera en hiver entre le 26 novembre et le 23 décembre pour la finale. Ce qui va évidemment être une révolution pour le calendrier du football cette année-là, puisque les championnats nationaux devront s'arrêter 2 mois. Plusieurs pays ont déjà fait part de leur mécontentement, l'Angleterre, l'Allemagne, la France également, mais la décision sera donc finalisée dans un mois. On se retrouve dans un instant pour les élections israéliennes.